Bonjour Mireille Delmas-Marty, bonjour Guillaume Leblanc et merci d'être, j'allais dire au bout du fil, au bout de la visioconférence aujourd'hui. Aujourd'hui où nous enregistrons un entretien entre vous qui, j'allais dire, tiendra lieu, qui sera la trace de l'invitation que Cité Philo a faite à Mireille Delmas-Marty, qui en 2020 est l'invitée d'honneur de notre manifestation annuelle. Bien entendu, à cause du confinement, les 4 rencontres qui étaient prévues avec de nombreux invités ne pourront pas avoir lieu en présence des invités, en présence du public. C'est infiniment regrettable et ce regret s'est transformé en volonté d'imaginer des solutions qui passent par la visioconférence et c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé, nous avons enregistré avec Barbara Cassin un entretien avec Mireille Delmas-Marty et aujourd'hui, nous enregistrons un dialogue entre Mireille Delmas-Marty et Guillaume Leblanc sur une des thématiques que nous avions prévues au programme de cette invitation spéciale. Je vais commencer par présenter nos deux invités. J'annoncerai le thème et ensuite je vous laisserai, Guillaume et Mireille, dialoguer. Je vous retrouverai à la fin de cet entretien. Mireille Delmas-Marty, vous êtes juriste, pénaliste, professeur honoraire au Collège de France où vous avez enseigné, car vous étiez titulaire de la chaire d'études juridiques comparées et d'internationalisation du droit. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il y a une bibliographie que chacun trouvera sur le site de Cité Philo, qu'on trouve aussi sur le site du Collège de France, une bibliographie très complète des nombreux ouvrages que vous avez publiés. Je rappelle notamment les 4 tomes du travail qui est issu de votre enseignement au Collège de France et tome qui s'intitule Les forces imaginantes du droit. Et je rappelle aussi, pour ceux qui voudraient aller plus loin, que vous avez publié récemment aux éditions du Collège de France votre conférence de conclusion de vos travaux au Collège de France, conférence qui a été prononcée le 11 mai 2011 et que vous avez augmentée d'une préface intitulée Que s'est-il passé depuis ? Et on peut aussi vous écouter sur France Culture. Le Collège de France a mis en ligne cette conférence que je recommande vivement et très bientôt on la trouvera aussi sur le site de Cité Philo. Guillaume Leblanc, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes professeur à l'Université de Paris. Votre champ de recherche est large. Moi, je citerai volontiers votre intérêt pour la vulnérabilité, pour l'invisibilité dans le champ social, pour tous ceux qui sont dont l'existence est probablement la moins reconnue dans le champ social. C'est ce que vous traitez notamment dans Vaincre nos peurs et tendre la main, qui est un texte qui enjoint à se mobiliser pour les exclus et que vous avez publié avec le Secours catholique, avec Emmaüs Solidarité et ATD Quart Monde aux éditions Flammarion en 2019. Vous avez également écrit avec Fabienne Brugère La fin de l'hospitalité, publié aussi chez Flammarion en 2017. Et je recommande aussi chez Bayard, L'insurrection des vies minuscules. Tout texte qui nourrissent probablement le dialogue qui va s'instaurer là, dans quelques instants, sur la question migration au pluriel et hospitalité dans un monde violent. Vous avez souhaité dialoguer tous les deux sur la question que pose ce monde violent qui suscite la peur, qui est dominé par l'incertitude, par la précarisation et qui nourrissent la méfiance et la fermeture sur soi. Bon, la pandémie accroît ce sentiment et qui peut
nous conduire à l'oubli de l'hospitalité. Or, cette demande d'hospitalité grandit avec la pauvreté, avec les conflits, avec les catastrophes climatiques. Comment, c'est la question que je vous offre à l'un et l'autre, comment le droit et la justice peuvent-ils consolider le droit, voire le devoir d'hospitalité? Merci beaucoup. Je suis très très heureux de pouvoir discuter maintenant avec Mireille Delmas-Marty sur son travail extrêmement important pour moi dans ma propre réflexion et ma propre analyse de ces questions d'exclusion, d'invisibilité et aussi d'hospitalité. Je souhaiterais démarrer peut-être par une première question qui a à voir justement avec le principe d'hospitalité. Dans une tribune publiée dans Le Monde le 12 avril 2018, vous inscrivant d'ailleurs dans un moment philosophique, juridique, anthropologique de retour à l'hospitalité, vous en appelez à faire de l'hospitalité un principe juridique. J'aimerais savoir quelle est l'exacte signification de ce tournant juridique de l'hospitalité, puisque avant vous, déjà, on peut se référer à la fin du XVIIIe siècle, à ce geste très important de Kant, qui avait procédé à un semblable mouvement en considérant l'hospitalité comme un droit cosmopolitique supplémentaire et en refusant d'ailleurs toute approche purement philanthropique de l'hospitalité. Au fond, faire sortir l'hospitalité de son ancrage compassionnel et moral pour en faire un principe juridique était pour Kant lié à une conscience cosmopolitique nouvelle de l'entredépendance des citoyens du monde qui se vivent voisins les uns des autres. Dans votre propre papier et dans votre propre réflexion, vous vous référez à plusieurs reprises au raisonnement de Kant pour souligner combien le voisinage des populations sur Terre depuis Kant s'est densifié puisqu'il est passé d'1 milliard à 7 milliards d'habitants et que les seuils de mobilité à l'échelle de la Terre ont littéralement explosé. Dans cette perspective, la coopération entre États est non seulement nécessaire, mais s'avère même inévitable. Force est pourtant de constater que c'est bien à un réarmement des frontières et des souverainetés que nous assistons, plutôt qu'à l'affirmation d'une conscience cosmopolitique renouvelée et à la construction d'un outillage juridique adéquat. L'impératif qui préside ce renforcement est l'impératif sécuritaire, mobilisé aussi bien contre le terrorisme, contre l'immigration, que contre désormais la Covid-19. Il semble donc que notre compréhension des différentes formes de notre entre-appartenance, de nos codépendances, à la fois vitales, sociales et politiques, ne soit pas totalement au rendez-vous d'une situation qui pourtant révèle justement notre commune appartenance au monde et nos co-appartenances et nos codépendances. Comment donc, ce serait ma première question, donner crédit, avant même l'apparition de la forme droit, à un raisonnement cosmopolitique énergique aujourd'hui dans le contexte sécuritaire actuel? Merci pour cette question. Je voudrais tout de suite dire que la référence à Kant me paraît particulièrement opportune parce que quand il dit l'hospitalité, en fait, c'est pas une affaire de morale, c'est pas une affaire de philanthropie, c'est en réalité une évidence logique, rationnelle. Il a cette phrase, la raison de ce principe, c'est la forme sphérique de la Terre. Autrement dit, parce que la Terre est ronde, il le dit pratiquement comme ça, elle oblige les êtres humains à se supporter. Pourquoi ? Parce que la dispersion à l'infini est impossible et qu'originairement, l'un n'a pas plus de droit que l'autre à une contrée. Alors c'est une évidence à l'époque de Kant, je dirais que ça l'est a fortiori aujourd'hui, parce qu'à son époque, il y avait sans doute environ 1 milliard d'humains sur la planète. À l'heure actuelle, on est à plus de 7 et bientôt à 8 milliards et il y a une accélération de la courbe démographique. D'ailleurs, il y a un autre auteur que j'aime bien citer à ce sujet. Alors, lui a écrit dans les années 50, c'est Teilhard de Chardin. Il a une formule extraordinaire, il dit que la masse humaine a connu d'abord une période d'expansion qui couvre tous les temps historiques,
Mais désormais, elle est entrée dans une phase de compression. La compression de la masse humaine, c'est quelque chose d'effrayant, que nous pouvons essayer de régulariser, mais que rien ne permet de prévoir qu'elles doivent désormais se renverser à jamais. Alors, il y a donc une évidence encore accrue par la situation actuelle. Mais je dirais que ce qui est aussi nouveau par rapport à l'époque de Kant ou même de Teilhard, c'est l'urgence d'intervenir, l'urgence de porter secours. Il y a encore quelques jours, on apprenait qu'une centaine de noyés avaient été retrouvés au large de la Libye. On apprenait que pendant toute l'année 2020, quelques 9000 naufrages avaient eu lieu suivis du décès du naufragé. Donc on a une situation qui est une situation d'urgence, mais ce n'est pas seulement une urgence liée aux migrations, c'est une urgence liée à ce que je crois que c'est Guermorin avait employé la formule de polycrise, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le désastre humanitaire des migrations, mais il y a au même moment la crise sanitaire, il y a au même moment la question du terrorisme, au même moment les inquiétudes sur le climat et les inquiétudes dans le domaine socio-économique. Donc on est dans une situation où le repli sur les États-nations et eux seuls me paraît être une sorte de contresens historique, parce qu'à l'heure actuelle, tous les défis que j'ai énumérés sont des défis de nature globale. Et la réponse, si on se replie sur l'État-nation, c'est une réponse uniquement au niveau national qui rend extrêmement difficile l'efficacité de cette réponse. Il y a une sorte d'écartèlement entre les défis qui sont beaucoup plus globaux qu'ils ne l'ont jamais été. C'est lié à l'interdépendance qui est de plus en plus forte entre les humains et aussi entre les humains et le vivant, l'ensemble du vivant sur la planète. Donc l'interdépendance amène à des défis globaux et la conception traditionnelle, politique et juridique reste axée sur l'État-nation. Donc il y a quelque chose d'extrêmement troublant. Et effectivement, dans un premier temps, on peut dire que cette accumulation de défis crée une sorte de repli, non seulement sur la nation, mais de repli sécuritaire. La sécurité devient le premier de tous les droits. On a entendu cette formule dans la bouche d'un certain nombre de responsables politiques. Mais en même temps, la sécurité est loin de couvrir l'ensemble de ce qui constitue l'être humain en humanité. Ce qui fait l'humain de l'homme, c'est pas seulement le fait d'être vivant et d'être en sécurité, c'est tout un ensemble de droits, de libertés auxquels l'être humain est attaché. C'est tout ce qui caractérise aussi l'indétermination de chaque être humain, donc sa responsabilité, donc sa créativité. Donc je crois que je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais j'essaye de montrer pourquoi la proposition très pionnière, on peut dire, de Kant à la fin du XIXe siècle est plus que jamais valable. On a besoin d'un principe d'hospitalité sur lequel je m'expliquerai un petit peu plus loin peut-être. Oui, et du coup, justement, comme dans votre travail, vous articulez en permanence droits régionaux, droits nationaux, droits à portée plus mondiale, hein, dans ce que vous appelez un pluralisme ordonné, où l'accent est mis sur l'ordonnancement interne à la dynamique du droit plus que sur l'idée d'un ordre juridique mondial à proprement parler. Je me demandais quelle forme pourrait alors prendre cette gouvernance mondiale un peu à laquelle vous en appelez, à propos de l'hospitalité. C'est-à-dire qu'en reprenant Kant donc, et son projet de paix perpétuelle de la fin du XVIIIe siècle, s'agit-il d'établir au fond le droit d'hospitalité seulement comme
un droit de visite, ou faut-il aller jusqu'à considérer que le droit d'hospitalité doit être, à certains égards, un droit de résidence? Si l'hospitalité n'est qu'un droit de visite, ce que Kant explicite dans son texte, l'hospitalité ne risque-t-elle pas d'être une sorte de cache-sexe juridique, faute de mieux, faute d'une intégration complète de la personne accueillie? Alors c'est vrai que dans un essai que j'ai fait paraître, qui s'intitule Vaincre nos peurs et tendre la main, et qui faisait suite au livre coécrit avec Fabienne Brugère, La fin de l'hospitalité, je défends l'idée que l'hospitalité est un concept éthico-politique que l'on peut appréhender par le verbe accueillir, et je montre que l'action d'accueillir se situe entre l'action morale de secourir, qui est au fond inconditionnelle, et l'action politique d'appartenir, qui, elle, est conditionnelle puisqu'elle dépend de critères d'intégration posés par chaque souveraineté nationale. Et je crois justement essentiel de considérer que l'hospitalité entre dans un parcours et correspond en ce sens à un processus intermédiaire qui doit bien sûr être sanctionné positivement par le droit, et là je vous rejoins totalement sur ce point, mais qui doit être vu malgré tout comme un processus intermédiaire, c'est-à-dire qu'au fond l'hospitalité a un début et une fin, elle a un point de départ, qui est l'impulsion morale par laquelle on accueille, et qui d'ailleurs peut être aussi l'objet d'un calcul, d'un intérêt à faire entrer quelqu'un plutôt qu'à le laisser dehors. Et je dirais que l'hospitalité consiste alors dans un accueil qui est la création d'un espace-temps, d'un lieu à partir duquel un individu peut se poser pour quelque temps, dans la mesure où ses besoins fondamentaux sont pris en considération. Mais cet accueil, justement, ne peut pas être éternel, c'est tout le problème. Non pas évidemment au sens où ce qui suit serait l'expulsion, mais au sens où plutôt la question à venir est bien celle de l'intégration de la personne accueillie. C'est-à-dire comment imaginer au fond un au-delà de l'hospitalité, quel droit pourrait prendre le relais du droit à l'hospitalité. Donc ce sont là, je crois, des questions essentielles. Si nous ne voulons pas laisser des vies en position liminaire, c'est-à-dire à la fois dedans et dehors, jamais pleinement intégrées, toujours alors potentiellement exploitable, précarisable, y compris sur le plan de l'exploitation économique. Alors je souhaiterais justement savoir comment vous placez le droit à l'hospitalité dans cette réflexion d'ensemble sur les droits protecteurs des individus. C'est-à-dire en termes peut-être un peu post-kantiens, comment redonner droit au droit de résidence par-delà ou plutôt en relais du droit de visite, qui serait l'hospitalité, justement. Alors, j'ai envie de reprendre justement vos trois verbes, parce que je les trouve très éclairants pour montrer la complexité de cette notion d'hospitalité qui ne paraît simple que quand on la regarde de loin. Vous dites, il y a secourir. Donc, secourir, on peut dire que ce sont les situations d'urgence, le devoir de porter secours à personne en péril, le devoir de protéger des populations. C'est inconditionnel, le secours. Ça devrait être inconditionnel, parce qu'en réalité, quand on apprend que des bateaux qui allaient pour secourir des migrants en Méditerranée ont été bloqués, on se dit que ce secours n'est pas suffisamment inconditionnel. Mais alors ensuite, vous dites, il faut aussi accueillir. Et il faut finalement, relié à l'appartenance, appartenir, c'est-à-dire en fait intégrer. Alors on a des extrêmes, c'est-à-dire le secours serait inconditionnel, l'intégration serait pleine de conditions, parce que l'intégration, ça relève des états d'accueil. Donc l'intégration ne peut pas se faire sans une référence à chaque législation nationale. Elle est forcément conditionnée, l'intégration. Mais vous dites quelque chose qui m'a paru très intéressant, c'est que l'hospitalité, c'est ni le secours, ni l'intégration, c'est un entre-deux, si je vous ai bien compris. C'est un entre-deux, c'est bien ça ? Oui, totalement. L'accueillir qui caractériserait l'hospitalité se situe entre l'intégration complète, il n'y a plus d'hospitalité si on est totalement intégré, et l'exclusion, l'exclusion radicale. On est entre les deux. Autrement dit, il y a une sorte de recherche derrière cela.
d'un principe qui permettrait de réguler les deux contraires, qui sont l'exclusion et l'intégration. On est à la recherche d'un principe de régulation des contraires. Et ce qui me paraît plausible, au moins comme hypothèse, c'est que ce principe d'hospitalité aurait cette fonction de réguler la contradiction apparente entre exclusion et intégration. C'est-à-dire que l'intérêt du principe serait de modérer l'exclusion en posant des butoirs. Au nom de l'exclusion, on ne doit pas porter atteinte à l'égale dignité de tous les êtres humains, on ne doit pas les traiter de façon inhumaine. Les traitements inhumains sont interdits de façon absolue par les textes internationaux, même s'ils ne sont pas respectés. Donc l'exclusion doit être modérée par ce principe d'hospitalité, mais inversement, l'intégration reste inachevée parce que le principe d'hospitalité ne fait que de préciser les devoirs des uns et des autres, les droits et les devoirs de l'accueilli. Celui qui est accueilli, il a des droits, mais il a aussi le devoir de respecter l'ordre public dans l'état d'accueil et les droits et devoirs de l'état d'accueil. Il garde sa souveraineté sur son territoire, mais c'est une souveraineté qui n'est plus absolue, qui n'est plus solitaire, mais que j'appellerais en quelque sorte solidaire. Donc, il me semble que le principe, si principe il y a, le principe d'hospitalité serait une sorte de principe régulateur des contradictions nées des mobilités humaines entre les deux pôles, exclusion et intégration. Alors, il y a une décision récente, vous parliez des niveaux d'organisation des réponses juridiques. Les réponses juridiques, elles se situent en effet au niveau national, avec notamment, je vais vous en parler dans un instant, la jurisprudence des cours constitutionnelles. Elle se situe au niveau infranational avec les positions et les décisions prises au niveau des villes, voire des villages, au niveau aussi des réseaux entre les villes. Et puis, elle se situe au niveau supranational, que ce soit régional avec l'Europe ou mondial. Mais là, ce dont je voulais vous parler plus précisément pour répondre à votre question, c'est d'une décision du Conseil constitutionnel de 2018, Conseil constitutionnel en France donc. Cette décision concernait Cédric Héroux, qui est un jeune agriculteur qui avait porté aide à la fois à l'entrée sur le territoire national, dans la vallée de la Roya, à la fois l'entrée sur le territoire et le séjour sur le territoire. Et il a été poursuivi sur la base de ce délit qu'on a appelé, c'est pas faux, comme idée, le délit de solidarité. Il n'est pas défini comme ça, mais c'est le fait d'apporter précisément aide, secours d'abord, aide ensuite, et éventuellement aide au séjour et à l'installation sur le territoire national. Alors, installation, je vais peut-être un peu loin, parce que c'est le problème, jusqu'où va l'hospitalité. En fait, ce qui est intéressant dans la décision du Conseil constitutionnel, elle est très, elle est très modérée, mais en même temps, elle a donné un coup d'éclat à un principe voisin de l'hospitalité, qui n'était pas considéré jusque-là comme un principe juridique, c'était une sorte de principe moral ou politico-moral, le principe de fraternité, qui, vous savez, est inscrit dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais dont on n'avait pas tiré de conséquences juridiques. Or là, dans cette décision du Conseil constitutionnel, ce qui est argumenté et retenu en partie par la décision, c'est l'idée que l'aide au séjour d'un étranger, dans la mesure où elle ne contrevient pas directement aux nécessités de l'ordre public, cette aide ne peut pas être considérée comme un délit pénal. Autrement dit, on ne peut pas poursuivre pénalement pour délit de solidarité celui qui aide au séjour d'un étranger. Mais alors, le Conseil constitutionnel fait une distinction subtile, ce qui fait que la décision a une portée pratique
beaucoup moins considérable qu'on pouvait s'y attendre au début. Le Conseil constitutionnel fait une distinction entre l'aide à l'entrée sur le territoire et l'aide au séjour. Il considère que dans le cas de l'aide au séjour, il n'y a pas lieu de criminaliser parce que c'est une application simple du devoir de fraternité, du principe, puisque ça devient donc un principe de fraternité. En revanche, l'aide à l'entrée n'est pas acceptée au nom de la fraternité parce qu'elle va trop loin. L'entrée du Conseil constitutionnel fait naître la situation illicite. Donc, l'aide à l'entrée va trop loin pour qu'elle puisse être justifiée par le principe de fraternité. Alors, on peut discuter de tout cela. Vous savez, c'est le bonheur des juristes, c'est de discuter sur le sens et l'interprétation des mots. Mais ce qui me paraît déjà intéressant, c'est l'apparition de ce principe de fraternité. Parce que la fraternité, il me semble qu'en réalité, sans peut-être en être tout à fait conscient, le Conseil constitutionnel franchit une étape de plus. La fraternité, c'est déjà quand il y a intégration. C'est-à-dire que l'au-delà de l'hospitalité, ce serait précisément la fraternité. Pour répondre à votre question, quel est l'au-delà de l'hospitalité ? L'hospitalité ne répond qu'à une situation transitoire. Elle se situe entre le secours et l'intégration, mais elle n'est ni le simple secours, ni l'intégration totale. Elle se situe entre les deux, et si elle réussit, elle débouche sur la fraternité. Donc il y aurait peut-être une sorte de réponse bipolaire ou peut-être en deux séquences, hospitalité puis fraternité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très, 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 très intéressant et je suis totalement d'accord pour dire que l'au-delà de l'hospitalité, c'est la fraternité, c'est-à-dire effectivement, alors évidemment à la condition de bien poser aussi toute cette dimension de genre des humains entre eux, puisque c'est aussi la sororité. C'est évidemment, c'est un ensemble finalement de possibilités politiques d'être réellement voisins, voisines les uns des autres dans une co-appartenance politique. Donc je trouve vraiment que c'est très très suggestif. C'est une idée qui mériterait, je trouve, d'être approfondie, cette idée de la fraternité, effectivement, y compris dans le rapport aux ressources juridiques. Et là j'aurais justement peut-être plusieurs questions à vous poser sur le type de narration critique que le droit permet dans cette réflexion sur l'hospitalité et sur la fraternité, dans la mesure où vous notez dans plusieurs de vos textes, notamment dans Résister, responsabiliser, anticiper, vous notez l'extrême incompréhension de la plupart des gens face au très grand nombre de catégories juridiques dont on a l'impression que des fois elles sont mobilisées pour produire un millefeuille labyrinthique dans lequel, à partir duquel certaines mesures d'éloignement, des titres de séjour sont rendues possibles. Mais ma question, elle est très simple au fond. Comment le droit peut-il devenir une langue de tout le monde? Comment le droit peut-il parler à toutes et à tous? Comment peut-il être simplifié finalement pour faire récit? Alors vous avez raison d'insister sur la complexité du droit actuel en matière de migration. En gros, depuis 1980, la législation a été modifiée presque une vingtaine de fois. Et on comptait depuis le code qui a été adopté, l'entrée et séjour des étrangers, adopté en 2005, à peu près une loi tous les 2 ans, et là on nous en promet une prochainement. Alors le résultat, c'est que le régime juridique est devenu complètement incompréhensible. Le Conseil d'État, au moment de l'adoption de la loi de 2018, donc c'est pas très ancien, disait actuellement il y a 9 catégories différentes de mesures d'éloignement, quelques sous-catégories en plus. Il y a 4 types
4 types de titres de séjour, avec 17 mentions différentes sur les titres délivrés, et comment s'y retrouver dans un tel maquis. Alors, comment concevoir ce principe d'hospitalité d'une façon qui reste dans l'esprit démocratique? C'est ça la question en réalité que vous posez. Alors, il y a un enchaînement qui paraît au départ assez logique. Nous sommes devenus interdépendants, donc l'interdépendance appelle des comportements de solidarité. D'une certaine manière, on peut aussi rattacher l'hospitalité à la solidarité à l'échelle planétaire. Mais il y a plusieurs manières d'être solidaire en partant de la situation d'interdépendance. Il y a une manière plus autoritaire et il y a une manière plus démocratique. Alors, dans une perspective plus démocratique, je dirais qu'il y a plusieurs échanges possibles entre la diversité des cultures juridiques. Il y a le dialogue, l'échange qui consiste à échanger de l'information. On a beaucoup parlé à une époque du dialogue des cultures, mais il y a aussi le dialogue des juges. Le dialogue des juges, c'est une sorte de fertilisation réciproque. Les juges se communiquent de plus en plus leurs décisions et ils ne sont pas obligés de s'inspirer. Les cours suprêmes des différents pays ne sont pas obligés de s'inspirer les unes des autres, mais elles le font spontanément dans un certain nombre de cas. De même, les juridictions internationales, la Cour pénale internationale peut renvoyer à l'occasion à la Cour européenne des droits de l'homme ou à telle autre juridiction nationale ou régionale. Donc, il y a un premier processus, je dirais, de rapprochement ou en tout cas d'ouverture sur la pluralité des cultures juridiques, qui est, si on prend la métaphore du langage, qui est le dialogue. Le dialogue, l'échange, j'aime bien la formule qu'emploie souvent Glissant, changer en échangeant sans me perdre ni me dénaturer. Changer en échangeant, mais ce n'est pas obligatoire et je ne me perds ni ne me dénature. Alors, le dialogue, il a les inconvénients de sa qualité. Sa qualité, c'est d'être très souple. Les inconvénients, c'est qu'il n'est absolument pas obligatoire. Et il ne rapproche pas véritablement ou nécessairement les cultures. Alors, il y a le paradigme un peu plus proche de l'intégration, qui est le paradigme de la traduction. La traduction, c'est en fait faire du commun avec du différent. C'est le miracle, disait Ricoeur, le miracle de la traduction. On fait du commun avec du différent. En fait, la traduction, ça consiste à chercher des équivalences, à établir des passerelles entre différentes cultures. On a beaucoup discuté à l'époque de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur l'article 1er. Les hommes sont doués de raison. Et c'est une formule qui ne plaisait pas à tous les participants, notamment aux délégués chinois qui avaient fait remarquer que la raison n'est pas le seul fondement de l'humanité ou la seule spécificité de l'humanité. Il faut ajouter, disait-il, la conscience. Mais ce mot de conscience qu'il a proposé, qui a été en effet ajouté, a posé des problèmes de traduction difficiles. Parce qu'en réalité, le mot chinois qu'il a employé, c'est le représentant de la Chine de l'époque, c'était un mot qui veut dire plus l'altérité, la conscience dans l'esprit confucéen, c'est-à-dire l'altérité, la reconnaissance que l'autre existe en tant que tel. Et finalement, il y a eu une sorte de malentendu, parce que le mot conscience a été inscrit dans la version française et la version anglaise, mais on a gardé le même mot pour la liberté de conscience un peu plus loin, à l'article 18. Alors que dans la version chinoise, il y a 2 mots différents. Donc l'effet de traduction peut produire des malentendus. Mais je crois que le malentendu en lui-même n'est pas inintéressant parce qu'il oblige à expliciter. Donc il oblige à mieux comprendre la spécificité de l'autre. Et puis, il y a un troisième processus d'intégration des normes, c'est l'hybridation réciproque. Et c'est cette hybridation réciproque qui amène à la notion de créolisation.
c'est la différence entre le métissage et la créolisation. Dans le métissage, il y a simplement ajout des différences, juxtaposition des différences. Dans la créolisation, il y a quelque chose de nouveau qui, du fait de la réciprocité de l'échange, une hybridation réciproque, du fait de ce phénomène, la créolisation crée quelque chose de nouveau. Par exemple, je donne un exemple concret, la notion de crime contre l'humanité. Elle a été inscrite dans le statut du tribunal de Nuremberg. Et à l'époque, elle a été définie par référence à ce qui était apparu comme crime contre l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une définition très évolutive. Elle s'est progressivement enrichie, je dirais, par créolisation, des nouveaux problèmes posés par d'autres conflits que le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a introduit la notion, par exemple, alors l'esclavage faisait déjà partie du crime contre l'humanité dans le statut de Nuremberg, mais on a introduit la notion d'esclavage sexuel, de viol, de violence sexuelle. Ça, c'était à l'époque des conflits en l'ex-Yougoslavie. Donc, pour le statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, on a ajouté ces définitions. Et puis, finalement, on a été jusqu'à introduire l'idée qu'il peut y avoir crime contre l'humanité dans la destruction non seulement des personnes, l'élimination, la neutralisation, l'extermination des personnes, mais aussi la destruction de biens communs mondiaux, de biens communs comme le patrimoine culturel. Donc, on voit que ce qui peut se faire, ce que le droit peut apporter face à l'extrême diversité des cultures juridiques, des concepts juridiques, des structures juridiques nationales, c'est une manière effectivement de procéder à une humanisation réciproque. Je crois que c'est le mot d'humanisation réciproque qui est le mieux adapté à ce travail qui se fait à partir des droits fondamentaux des humains. Et d'ailleurs, du coup, vous passez de cette analyse de l'humanisme, enfin, vous comprenez l'humanisme juridique comme à partir des processus d'humanisation, et notamment dans plusieurs de vos livres, à partir de l'idée d'une humanisation réciproque, et vous faites jouer à la créolisation un rôle essentiel. J'ai été très, très sensible en vous relisant plusieurs de vos textes, notamment Liberté et sûreté dans un monde dangereux, mais aussi résister, responsabiliser, anticiper aux quatre vents du monde. Combien la référence à l'hybridation, à la créolisation joue un rôle important, et combien d'ailleurs les citations de Glissant finalement scandent votre propre travail. Est-ce à dire que le droit, justement, vous êtes allé dans cette direction déjà dans la réponse à la question que je viens de vous poser, est-ce à dire que le droit, outre sa fonction normative et correctrice, a également au fond une fonction narrative essentielle, qui serait en somme d'être à la fois nationale, même régionale et supranationale, ou même mieux locale et cosmopolite, au sens où, au fond, le droit est l'imagination nécessaire à la préservation des styles de vie forcément locaux, et en même temps l'imagination indispensable sans laquelle aucun souci du monde commun, par-delà les nations, ne peut advenir, et donc sans lequel aucune forme de solidarité ne peut devenir concrète. Est-ce que vous diriez que le droit, en tant que force imaginante, justement, en tant que fiction, mais d'une fiction productive, a encore un rôle, au fond, à jouer dans le dialogue des cultures, et comment pourrait-il alors être une sorte de créolisation de ces cultures sans les uniformiser, bien évidemment, ou sans les reconstruire dans une sorte de patchwork, mais en respectant la force en même temps que les rencontres liées à ces différentes cultures?
Alors peut-être qu'il faut-il distinguer entre les communautés nationales et une éventuelle communauté mondiale en émergence. Il faut distinguer peut-être parce qu'il me semble que les communautés nationales se sont construites essentiellement sur un passé commun, sur une histoire commune. Alors, sur un travail de la mémoire, je dirais mémoire et oubli, parce que la mémoire est toujours sélective et il peut y avoir oubli. Il y a une sorte de couple indissociable, mémoire et oubli. Mais donc, l'idée, c'est que les communautés nationales se sont constituées en communautés essentiellement par ce travail mémoire et oubli, qui est le travail de l'histoire. En revanche, pour la communauté mondiale, à supposer qu'elle existe un jour, nous ne sommes pas véritablement unis par une histoire commune qui, pour le moment, reste à faire et qui ne nous motive pas directement. Mais en réalité, il me semble que ce qui peut commencer à nous unir, c'est l'idée que nous aurons le même destin. L'idée que notre destin, à l'échelle de la planète, est un destin commun. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans la révision constitutionnelle de 2018, la Chine a introduit dans le préambule de sa constitution l'idée que l'État chinois participe à la construction d'un destin commun de l'humanité. Ils ont introduit ce concept de destin commun, de même qu'ils ont ranimé un vieux concept qui date des périodes pré-impériales, qui est le concept de, pas pré-impérial, mais les périodes très anciennes de 3000 ans avant Jésus-Christ, le concept de Tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel dépend de l'empire, de l'empereur et de l'empire chinois. Alors tout cela est à la fois inquiétant, mais en même temps indicatif d'une direction pour réfléchir sur cette communauté mondiale en gestation. Cette communauté mondiale, elle ne peut pas se fonder sur la mémoire, en tout cas pas uniquement sur la mémoire, mais elle suppose une anticipation sur l'avenir. Et de même que le couple mémoire-oubli est un couple indissociable, je dirais que le couple anticipation-imprévisibilité est un autre couple indissociable. Donc c'est ça qui m'amène à parler de récit. Parce que, à défaut d'une histoire commune, on peut imaginer une conscience progressive, une prise de conscience progressive d'une communauté mondiale à travers des récits d'anticipation. La question, c'est de savoir de quel récit, quel est le récit qui va l'emporter, quel est le récit donc qui va influencer notre destin, parce que les récits, les narrations ont un effet performant souvent. Donc, quels sont les récits actuels d'anticipation et quels sont ceux que nous souhaitons ou que nous ne souhaitons pas? Alors, je dirais que le récit le plus présent, peut-être particulièrement chez les plus jeunes, c'est le récit catastrophe. C'est le récit du grand effondrement qui nous est déjà annoncé plus ou moins. Ce récit catastrophe, il conduit à concevoir l'imprévisible comme devant être prédit pour pouvoir mieux le prévenir. On prédit les grands effondrements pour essayer de prévenir ce grand effondrement. Le problème, c'est que ce récit catastrophe qui peut paraître rationnellement intéressant parce qu'il se fonde sur beaucoup d'analyses scientifiques qui sont tout à fait crédibles, il a un inconvénient, c'est qu'il risque de nous conduire tout droit à des sociétés de la peur, c'est-à-dire à des sociétés qui privilégient effectivement le seul droit à la sécurité et qui sont prêtes à sacrifier l'ensemble des libertés individuelles à cet objectif de protéger la sécurité, faire que l'humanité survive à ce grand effondrement. Alors là, on a un autre récit que j'appellerais un récit-programme. C'est un programme alors qui est un programme autoritaire. On pourrait l'appeler le grand asservissement, c'est-à-dire un récit-programme dans lequel les humains sont infantilisés en quelque sorte par
les dirigeants qui décident pour eux. C'est déjà ce que décrivait Tocqueville quand il disait à quoi ressemblera le totalitarisme. Il ne disait pas le totalitarisme, il disait le despotisme dans les démocraties. Eh bien, troupeau, les hommes transformés en troupeaux d'animaux timides qui exécutent les ordres et à qui on demande surtout de ne pas penser par eux-mêmes. C'est le contraire du programme d'émancipation des Lumières. Alors, ce récit-programme, on en a peut-être une idée avec le programme, précisément, des nouvelles routes de la soie qui a été lancé par la République de Chine il y a quelques années, dans les années 2015. Et c'est un récit qui consiste à essayer de prescrire l'avenir, de le prescrire avec même un agenda assez précis et des dates. Alors, est-ce qu'on a un troisième récit possible ? Et ce serait celui qui pourrait le mieux s'inscrire dans un esprit de démocratie. Alors, moi, j'aurais tendance à parler quelque chose qui est au-delà de la catastrophe et du programme. J'appellerais le récit aventure, l'aventure humaine. L'aventure humaine, elle consiste ni à prédire, ni à prescrire, mais à accueillir. Là aussi, on retrouve le mot que je vais utiliser à propos de l'hospitalité, accueillir l'imprévisible, c'est-à-dire réagir quand il se produit, apprendre à vivre avec et à l'accueillir. Alors, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que ce récit aventure qui accueillerait l'imprévisible, au fond, il suppose une énorme insurrection de l'imaginaire. C'est un récit qui se fonde non pas sur la peur, mais qui se fonderait sur la capacité humaine à imaginer des solutions inédites, des situations imprévues, et faire face à des situations imprévues par des solutions inédites. Au fond, c'est une alternative qui est plus difficile à mettre en œuvre que l'alternative asservissement. Le droit d'asservissement, c'est d'une certaine manière, c'est simple s'il est politiquement accepté, mais s'il n'est pas accepté, ça risque de conduire à la guerre généralisée, à une sorte de guerre civile mondiale. Alors, le récit aventure, il suppose d'abord l'indétermination des êtres humains. L'indétermination de l'être humain, c'est ce qui préserve sa responsabilité, car nous ne sommes responsables que si nous ne sommes pas prédéterminés. Quand on qualifie quelqu'un de personne dangereuse, eh bien, on empêche de le rendre responsable, alors que quand on le qualifie de coupable, la culpabilité qui permet de faire la preuve contraire de l'innocence est une forme de responsabilité. Donc, la responsabilité, et j'ajouterai un autre mot-clé dans cette insurrection de l'imaginaire, c'est la créativité. Si l'homme est indéterminé, il peut être responsable et il peut être créatif. C'est pour ça que ça m'amène à évoquer cette insurrection de l'imaginaire qui serait nécessaire pour éviter, au fond, le toujours plus qui nous mène à la perte. C'est-à-dire que cet esprit de responsabilité devrait amener à des sociétés de la responsabilité qui renoncent au toujours plus. Très bien. Du coup, peut-être en guise de conclusion, j'avais envie de vous interroger par rapport à ce que vous venez de dire et qui résonne très fortement pour moi, de la possibilité d'accueillir l'imprévisible, qui justement fait face aussi aux peurs dans lesquelles nous vivons actuellement. Accueillir l'imprévisible, c'est se confronter à la peur. Et vous dites, j'étais très frappé parce que vous écrivez dans Liberté et sûreté dans un monde dangereux dès 2010, donc en conclusion de l'ouvrage, vous dites ceci: nous sommes entrés dans une société du risque de plus en plus marquée par la peur des dangers, voire de catastrophes d'origine naturelle ou humaine. Et donc, je souhaiterais savoir, puisque nous sommes dans un moment de quarantaine sociale, pour reprendre l'expression de Foucault dans Surveiller et punir, à propos de la gestion de la ville pestiférée au XVIIe et au XVIIIe siècle,
quelle interprétation vous faites de ce moment actuel de la pandémie par rapport à cette très belle obligation morale, politique, anthropologique que vous nous donnez, accueillir l'imprévisible. En d'autres termes, est-ce que nous ne sommes pas renvoyés par-delà des logiques sécuritaires actuelles? Et même si le risque d'un primat du sécuritaire sur le libertaire peut triompher, à une sorte de nouvelle conscience mondiale de la vulnérabilité qui nous apparaît vraiment aujourd'hui avec l'épreuve de la pandémie, cette pandémie que nous connaissions déjà avec bien des épidémies, mais que nous avions tendance à considérer à tort comme les épidémies des autres, des pauvres, des pays du tiers-monde. N'est-ce pas là l'occasion justement de procéder aujourd'hui, puisque vous parlez de Kant, à une révolution copernicienne qui consiste à placer au centre de nos sociétés le soin et à la périphérie le profit, alors même que les sociétés néolibérales avancées ont exactement fait l'inverse. Oui, alors je crois qu'en effet, c'est un moment très particulier que nous vivons en ce moment. C'est toujours un peu difficile parce qu'on n'a pas le recul du temps pour essayer de penser ce qu'on est en train de vivre. Mais ce qui me paraît certain, c'est que la prise de conscience de la vulnérabilité est très présente. En même temps que la vulnérabilité, c'est une prise de conscience de nos interdépendances. Et du coup, peut-être le début d'une prise de conscience de notre appartenance à la même communauté mondiale, au même destin, pour reprendre le mot que j'utilisais tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un moment pour une révolution copernicienne? Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il y a un ébranlement, est-ce que ça va durer? Je ne sais, un ébranlement des dogmes sur lesquels nous construisions notre vision du monde, le dogme de l'État souverain, le dogme du droit identifié à l'État, le dogme du marché autorégulier. Ces dogmes sont quelque peu bouleversés par la crise sanitaire, comme on l'appelle. Mais profiter du bouleversement pour faire une révolution ou une évolution forte, une recomposition, je dirais peut-être plutôt une recomposition, sur quel modèle? Alors effectivement, la tentation, c'est le modèle sécuritaire des sociétés de la peur, c'est un modèle autoritaire, on en a parlé. Mais je pense que l'ébranlement des dogmes peut aussi ouvrir la voie à un modèle démocratique qui serait le modèle des sociétés de responsabilité. Alors, c'est pas forcément la création d'un État mondial, je crois que ce serait dangereux. Ça pourrait être, c'était déjà la crainte de Kant, mais c'est la crainte aussi de bien d'autres que lui. Donc, plutôt une société de responsabilité, des États responsables, des individus responsables. Alors, est-ce que ce sera une société du soin? Certains parlent aussi d'une société du vivre ensemble. Ce sont des pistes possibles. Moi, j'aurais tendance à dire cette société de responsabilité, je l'imagine comme une vie en ouvert. Au lieu de dire vivre ensemble, je dirais vivre en ouvert, de manière ouverte, et en même temps vivre en mouvement. Les deux choses qui me paraissent importantes, c'est l'ouverture et le mouvement. Et précisément, c'est ce qu'on risque de perdre, c'est ce qu'on a commencé à perdre actuellement avec la pandémie. On ferme les frontières, on ferme les portes et on immobilise. Le mouvement n'existe pratiquement plus, en tout cas il est régulé ou réglé de façon extrêmement restrictive. Alors je me dis peut-être que le principe de responsabilité tel qu'on je le suggère ici, il aurait la même fonction que le principe d'hospitalité par rapport. Alors, l'hospitalité m'apparaît comme un principe régulateur par rapport à la contradiction, exclusion, intégration. Et de même, je dirais que le principe de responsabilité est un principe régulateur par rapport à la contradiction, conservation, innovation. On a besoin à la fois de conservation et d'innovation. La conservation, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est renoncer au toujours plus.
surconsommation, surinformation, surcroissance, surprotection, pour inventer, alors, le toujours mieux. Le toujours mieux, c'est l'inverse du toujours plus. Et c'est notamment, c'est Olivier Abel qui emploie une expression que j'aime beaucoup. Il dit il faut apprendre à se déprotéger, pas prétendre se protéger de tout. Surprotection, on doit laisser la place à une déprotection. Alors, la conservation et l'innovation peuvent se trouver réconciliées en quelque sorte par le principe de responsabilité, parce que l'innovation permet d'aller de l'avant, mais attention, on est responsable de ce qu'on fait. On est responsable des innovations dangereuses et on est responsable des limites à apporter aux innovations. Autrement dit, je conclurai volontiers en disant que la pandémie réconcilierait peut-être le principe responsabilité avec le principe espérance. Peut-être subsisterait-il une petite espérance dans ce monde violent et désespéré. Et en tout cas, il me semble que la pandémie est l'occasion pour nous, les humains, de montrer que l'effondrement n'est pas inéluctable et pour essayer de montrer qu'il est possible de stabiliser nos sociétés sans les immobiliser. Au fond, qu'il est possible de stabiliser les sociétés sans immobiliser les êtres humains, c'est-à-dire sans les infantiliser, sans les uniformiser, pour qu'ils restent dans leur diversité et dans leurs forces et leurs faiblesses qui sont indissociables. Donc voilà un petit peu ce que je souhaiterais, c'est sans doute un vœu pieux, que la pandémie nous apporte. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup Guillaume Leblanc, merci beaucoup Mireille Delmas-Marty. Vous avez l'un et l'autre terminé cet échange autour du droit à l'hospitalité ou du devoir d'hospitalité par la petite espérance chère à Peggy. Et je crois que c'est un mot qui nous emporte très très loin. Merci d'avoir échangé de manière aussi intense et aussi libre. Et merci à Myriam Pleine-Maison qui va monter ce dialogue et l'offrir à tous ceux qui voudront le suivre de manière différée. Merci à vous. Et merci à Cité Philo aussi.